Et je remercie au passage l'Association des Poèmes Bleus pour l'invitation, parce que c'est quand même assez rare d'avoir un typographe ou un graphiste qui sort un tout petit peu de son sentier ou de sa zone de confort. D'habitude, je parle avec des confrères, des spécialistes. C'est parfois intéressant, parfois moins. Et là, de venir parler de la lettre dans le cadre d'un festival qui est beaucoup plus porté sur la littérature, sur le fond, sur le contenu, sur la poésie, ça m'enchante un peu. Je remercie au passage l'équipe du musée du bateau et de la ville de Douarnenez, parce que le cadre ici est on ne peut plus adéquat. Je vais vous parler comme le petit catalogue en décrivait quelques lignes du projet, c'est-à-dire une enquête sur ces fameux chiffres à barbules, chiffres à barbe, ou chiffres pêchants pour certains. Et effectivement, c'est une anastylose de plus, c'est-à-dire une tentative d'excaver du passé, même si le passé est moins lointain que la romantique, mais d'essayer de mener une enquête qui n'est pas une enquête historienne, ni une enquête ethnographique, mais une enquête typographique et graphique. Alors, moi je suis douarneniste et j'aurais dû voir ces chiffres, ces fameux chiffres magnifiques qui ornent les bordées des chaloupes. J'aurais dû les repérer depuis longtemps. Et en fait, il a fallu attendre l'année 2010 de mémoire. À l'époque, je travaillais avec Fonch-Luenaf à la version digitale de son caractère qui s'appelle le Brito, que vous avez sans doute entendu parler, dont vous avez entendu parler et qui est exposé en bas. Donc je vous invite à aller voir un peu la genèse de son projet. Et en se baladant, Fonch et moi, au bout d'un moment, on discute et puis je lui demande d'où proviennent ces chiffres, parce qu'ils sont quand même assez étonnants sur le plan typographique, ils sont assez peu orthodoxes, on peut dire. Et il me met sur la piste effectivement, de certaines croyances, une tradition, une technique, une pratique qui se serait transmise à partir de la fin du 19e. Et c'est assez étonnant parce que je trouve qu'il y a dans cette... Quand on est confronté trop souvent, d'une manière un peu quotidienne et un peu banale, à des signes, on a l'impression qu'ils font partie du paysage et on ne les interroge pas. On ne les interroge plus, on a l'impression qu'ils sont là, que c'est immuable, qu'il n'y a pas de débat, ou en tout cas que la question est un peu close. Et moi je me suis dit, non, c'est pas possible. Il y a quelque chose derrière ces formes-là, elles ne sont pas tombées du ciel. Et donc j'ai commencé à mener cette espèce d'enquête, qui est une enquête typographique. Et comme un enfant de... je ne sais pas quel âge ils ont derrière, 3-4 ans, ça commence par des questions, par des séries de pourquoi. Et pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est blanc? Pourquoi c'est comme ci? Pourquoi le 8 est comme ça? Pourquoi? Etc. etc. Et moi, je me suis pris au jeu de cette forme d'enquête, encore une fois, que je vous propose de partager aujourd'hui. J'arrive avec des hypothèses, des pistes, absolument pas de vérité, ni de certitude, ni de solution à ce mystère-là, des chiffres barbules. Mais je partage avec vous voilà, quelques hypothèses. Vous pouvez lever la main, hurler au scandale ou quitter la salle si je dis n'importe quoi, c'est tout à fait possible. Dans un premier temps, j'ai interrogé évidemment des gens, ça et là, ici au Port-Musée, à Concarneau, à Camaret, et la réponse a toujours été la même. C'est-à-dire, globalement, j'ai défini trois catégories de personnes. Celles qui admettent ne pas savoir. Ah oui, c'est une bonne question, d'où ça vient? Bon. Et curieux. D'autres qui croient savoir, mais avec des on-dit, tout simplement, c'est-à-dire on m'a raconté ci, et donc on rapporte et on colporte finalement une idée de la provenance, de l'origine et de la signification de cette graphie particulière. Et puis une autre catégorie assez intéressante qui me dit je n'en sais rien, mais demande à un tel. Et de fil en aiguille, je suis passé d'un interlocuteur à l'autre avec des avis assez divergents et finalement, voilà, moi ça m'a plutôt motivé dans cette enquête puisque j'ai compris que finalement, même si ça ne remonte pas tant que ça dans le temps, c'est assez récent, ça se situe aux alentours de 1890-1895, personne n'a véritablement de témoignage direct, absolu, ultime et définitif sur l'origine de ces chiffres. Donc les sources. Il y a deux témoignages principaux sur lesquels on peut travailler. Félix, peut-être que tu peux faire passer ce premier livre, que vous connaissez tous, c'est la Bible, le tome 1 d'Hardag, qui est apparu en 1983, où j'ai trouvé la première trace écrite, qui est une interview de Jean Derrien. Peut-être certains d'entre vous ont entendu parler de ce grand bonhomme, et qui à l'époque a déjà 92 ans, en 83, donc il est né à la fin du siècle dernier, 1890, 91 sans doute,
et il est interviewé vraisemblablement par Henri Kérizit. Et Jean Vergnat a été graveur à Douarnenez, et le graveur de Douarnenez pendant plus d'un demi-siècle. Donc on peut imaginer que son témoignage, en tout cas, est relativement fiable, et en plus est de première main, puisqu'il est né a priori avec cette pratique-là. Globalement, ce qu'il en dit, c'est qu'il réfute complètement toute hypothèse de superstition derrière le dessin de ces signes-là, alors que tout le monde pense à une manière de travestir certains chiffres qui seraient jugés un peu comment dire, tentant le mauvais œil, ou en tout cas appelant l'infortune sur la pêche. Lui, Jean Vergnat, réfute complètement cette idée-là d'avoir quelque chose d'incantatoire ou de spirituel, et prône uniquement l'hypothèse et la piste de l'enrichissement esthétique et ornemental. Donc, moi, j'ai tendance à adhérer à cette parole-là, qui est assez limpide, assez claire. Parallèlement à ça, il y a un deuxième témoignage qui, lui, est à peu près de la même époque. C'est le témoignage de quelqu'un qui s'appelle Hervé Denis. On est dans les années 70, et qui, lui, au contraire, à peu près à la même époque, va dire que la préoccupation est purement de l'ordre de la superstition et du maquillage ou du camouflage de certains chiffres qui seraient jugés défavorables à la pêche. Donc le 1, avec sa barre verticale, le 7, avec sa barre verticale, sont des chiffres qui sont jugés un tout petit peu défavorables et seraient du coup maquillés avec ces barbes, c'est-à-dire ces deux moustaches ou ces formes d'hameçons qui partent de part et d'autre du signe pour ne pas être lus, pour ne pas être reconnus par ce qui serait, je ne sais pas, une puissance un peu maléfique ou défavorable. Donc, déjà à cette époque, on a deux témoignages qui divergent grandement. Je pourrais parler d'autres témoignages, mais on y reviendra un peu plus tard dans la présentation, si vous voulez. Les écrits de l'époque, malheureusement, il y en a très peu, ou en tout cas, je n'ai pas la chance ni les moyens de réunir ce qui serait un corpus de correspondance de marins parlant directement et au présent d'une pratique et témoignant de visu de ce que pourraient faire certains marins graveurs au sein du port, à Douarnenez ou ailleurs. Mais bon, je suis toujours preneur, évidemment, si vous avez dans vos greniers une correspondance qui date de 1900 ou d'avant et qui témoigne de ça, évidemment, je suis complètement preneur, c'est très difficile à réunir. On peut simplement constater que même Jacques de Tézac, en 1899, quand paraît le premier tome de l'Almanach du marin breton, il n'en est pas fait allusion, ni pour le premier, ni pour les suivants. Donc c'est une sorte de non-sujet, encore une fois, qui semble aller de soi, et du coup finalement intéresser assez peu de monde, ou être un sujet si minuscule qu'il n'est pas digne d'enquête. Ça c'est un facsimilé, il a été ressorti. Il y a d'autres types de sources, beaucoup plus intéressantes. Moi, je pense que ces témoignages-là, ce sont les documents visuels. Les documents visuels, globalement, il y en a trois types. Ce sont les photographies, ou les cartes postales qui représentent des photographies, qui sont des impressions de photographies d'époque. Il y a également des toiles, des peintures, des dessins, des illustrations qui ont été faites sur le motif, c'est-à-dire sur le vif par des artistes en vadrouille, en pèlerinage sur les côtes bretonnes, et qui ont pu saisir à l'époque des pratiques quotidiennes du monde de la pêche. La grande difficulté avec les photographies, malheureusement, même si elles sont très belles, vous voyez celle-ci par exemple, ce sont des photographies qui datent de 1900 et même un peu après, 1905-1910. Pour attendre que la photographie arrive en Bretagne et se professionnalise presque, donc là je pense au fond de Le Douaret, bien entendu, aux photographies de Jacques de Tézac et puis à celles de Fabre d'Omergue, qui ont œuvré et puis qui ont documenté finalement la vie du littoral dans ces années-là. La photographie, elle commence à devenir un peu complète et exploitable après 1900, c'est-à-dire presque 15 ans trop tard par rapport au sujet qui nous intéresse. Et avant ça, les cartes postales n'existent pas. Le boom de la carte postale, c'est 1900, l'exposition universelle à Paris, à peu près. Et la photographie, avant 1900,
les clichés ne sont pas datés, les photos sont trop floues ou trop mal exposées pour être véritablement lues au compte-fil et percevoir le niveau de détail pour savoir si l'immatriculation est dite péchante ou non péchante. C'est un peu la limite de la photographie. Donc, je me suis rabattu sur une autre source iconographique, que sont les illustrations et les peintures d'époque. Et là, comme vous le savez, pas mal de peintres et de dessinateurs ont été attirés dès 1850 et même avant par les côtes du Finistère. Félix, peut-être que tu peux faire tourner. Il y a deux ouvrages que vous connaissez sans doute qui sont pour moi des références en la matière. C'est le livre d'Henri Belbéoc. Celui-là date des années 80, et plus récemment celui d'André Cariou, Douarnenez et ses environs, c'est-à-dire un panorama de Douarnenez et des environs, illustré, représenté par des maîtres bretons ou des maîtres d'ailleurs. L'avantage, c'est qu'on a des dates assez précises, beaucoup plus précises qu'en photographie. En revanche, comment savoir si la présence ou l'absence de chiffres sur la coque d'un bateau est due à une volonté délibérée de l'artiste d'être très naturaliste et de documenter quelque chose avec précision, ou si au contraire, parce que c'est très enlevé, très brossé, très rapidement esquissé, l'absence d'immatriculation est véritablement une absence d'immatriculation. Ça va, je suis à peu près clair. Donc, à prendre avec des pincettes aussi. Quelquefois, on a des documents qui ne peuvent pas, en tout cas des reproductions de tableaux qui ne peuvent pas tromper. Et ce qui confirme l'hypothèse de M. Derrien dans le Harvag, c'est qu'effectivement, il y a eu un foyer, manifestement le foyer, c'est la baie de Douarnenez, et une époque qui est, à mon avis, située entre 1890 et 1895, où sont apparus, presque spontanément, une génération de chiffres qu'on va qualifier de chiffres à barbe ou de chiffres à barbule, que d'autres, en y ajoutant de la croyance, vont appeler péchants. Et donc, voilà, l'étude des documents et des sources un peu disponibles confirme ce foyer. Et d'autre part, la photographie ensuite confirme autre chose, c'est que le style graphique se stabilise très très vite. Dès 1900, les chiffres sont répandus, je vous dirais, de... Tiens, Félix, tu vas faire circuler ça. Voici. Petite illustration, j'en ai une deuxième. Globalement, on va les retrouver de Paimpol jusqu'à l'Île-Dieu, les Sables d'Olonne, à peu près. Cette graphie douarneniste. Quand on va plus haut dans la Manche, les immatriculations existent, mais le style n'est plus franchement apparenté au dessin à barbule. Et quand on descend en dessous des Sables d'Olonne, en allant vers Arcachon, puis vers Bayonne et le Pays Basque, à ce moment-là, l'écriture change radicalement. Et en Méditerranée, évidemment, c'est aussi une autre typologie d'écriture qui est signalée. Donc voilà, il y a des indices relativement concordants sur la date, le foyer et l'expansion de cette graphie. Une dernière source, et après je vais passer au reste, ce sont, moi, ce que j'appelle les fossiles vivants. Les fossiles vivants, c'est pas un terme péjoratif, c'est pour désigner les reconstructions, les réhabilitations ou la création de répliques ou de facsimilés. Les bateaux qui sont exposés ici au port musée, soit ici à sec, soit dans le bassin à flot, à Audierne, à Douarnenez, à Camaret. Ou alors même, on peut carrément aller voir du côté des cimetières de bateaux. Il y en a au Fret à Rostélec, il y en a ici à Douarnenez. On peut voir des épaves ou des bâtiments qui ont été reconstruits à l'identique, avec toujours la précaution de savoir que ce sont des interprétations contemporaines au niveau de l'inscription. Le Télénor qui est dans le chenal à Tréboul date de 83, je crois. La Néostig est ici, la chaloupe est de 93, le Skellig, dont Jean-Marie Alidor ici a présidé l'association en date de 2011. Donc on est dans de l'interprétation contemporaine, de forme historique. Donc à manier avec prudence. Voilà pour les sources de cette petite enquête. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Mettez-vous à la place de une forme d'enquête, avec la carte qui est en train de circuler. Quel serait le premier réflexe en regardant toutes ces formes-là?
parce que c'est assez... je ne sais pas si vous êtes aussi excité que moi, mais c'est quand même visuellement très très spectaculaire et assez émouvant. Ce qui tente, je pense, en premier lieu, c'est de faire du comparatif. Et de dire, ah, à Morlaix, ils ne faisaient pas comme nous, à Camaret, ils font les 8 comme ça, à Audierne, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. Et d'établir une espèce de typologie, c'est parfaitement humain de faire ça, de comparer, d'essayer de classer. D'ailleurs, une technique tout à fait c'est la technique scientifique du 19e, c'est-à-dire répertorier, inventorier, classer, comparer. Bon. Mais cette technique-là, qui se concentre sur les divergences, je pense qu'elle a ses limites et qu'elle nous écarte un tout petit peu de l'essentiel. Et c'est pour ça que, malgré le plaisir que j'ai, comme vous, peut-être à consulter toutes ces variations de graphie d'un quartier maritime à l'autre, je me suis d'abord concentré sur les ressemblances. Ça a l'air de rien, mais les ressemblances sont plus nombreuses, plus grandes et plus fortes que les divergences, selon moi. Vous voyez ici au travail Édouard Ansker, qui est un des grands graveurs de Douarnenez, qui est ici sur la voile du Skellig, en train de peindre à la brosse les chiffres 2011, l'année de mise à l'eau du bateau. Et ici, une petite collecte qui vous montre voilà, quelques variantes sur les 1, les 2, les 3, les 4, les 5, etc., etc. Moi, ce qui me surprend d'abord, avant de parler de ces petites nuances, de ces petits détails-là, c'est une très très grande homogénéité de traitement. Quand on voit ici, sur cet exemple-là, on en voit 2, et on en devine une petite dizaine derrière. Quels sont les points communs, globalement? Quitte à dire énoncer des évidences. Le diamant. Comment? Le diamant. Là, vous êtes dans un niveau de détail. D'abord, les généralités. Les généralités, comment? L'interlétrage, c'est-à-dire l'espace entre chaque signe, qui est constant et qui est très généreux, en effet. Mais avant l'interlétrage, il y a quoi? La couleur. Oui. Ils sont tous en blanc sur fond noir, sur le noir du coltard qui était l'enduit qui était posé sur le bordage du bateau. Ils sont tous en blanc sur fond noir. Ils ont tous la même taille. Tous les chiffres ont rigoureusement la même taille. Ils sont tous positionnés au même endroit, sur le bordage avant. Je pense même à la même distance de la proue d'un bateau à l'autre. Et ils sont tous parfaitement alignés, en épousant la courbure de la bordée. Il n'y a rien qui dépasse au-dessus, il n'y a rien qui dépasse en dessous. Et chaque signe, je vais même un peu plus loin, chaque signe semble avoir la même largeur. Je ne sais pas quelle est votre écriture personnelle, mais est-ce que vous avez spontanément le souci d'écrire vos lettres et vos chiffres de la même largeur? Personne ne fait ça. Évidemment, si je vous demande de tracer un I ou de tracer un W, vous allez occuper une place dans la page, une place dans l'espace qui va passer du simple au peut-être au quintuple, peu importe. Mais en tout cas, chaque signe est censé morphologiquement occuper un espace. Ici, ce n'est pas du tout le cas. Certains d'entre vous, peut-être, ont tapé à la machine et connaissent le système des machines à écrire. Les machines à écrire avaient pour contrainte d'avoir des marteaux réguliers. Chaque marteau vient frapper la feuille, selon la lettre que vous tapez au clavier, et chaque marteau fait exactement la même largeur. Vous ne pouvez pas avoir un marteau fin et un marteau épais, c'est trop compliqué mécaniquement. Donc les typographes, les dessinateurs de caractères de l'époque, je parle de l'époque puisque les machines à écrire sont un peu tombées en désuétude, ont dû tricher avec des signes larges pour les rendre plus étroits. Le M, ici, vous voyez qu'il perd 2 empattements. Le W a été resserré et il a perdu aussi de largeur d'empattement. Et au contraire, les caractères étroits ont été artificiellement gonflés en largeur. Le D, ici, finit par avoir quelque chose de complètement disproportionné au niveau de la transverse ici, et puis de la sortie. Le R, c'est pareil. Le I, n'en parlons pas. Au lieu d'être un I bâton, on va lui rajouter, encore une fois, artificiellement des patins, des sérifs, pour le faire occuper optiquement la place d'un caractère large. De sorte que, quand vous tapez au clavier, à la machine à écrire, tous les caractères ont la même largeur.
Ça paraît un tout petit peu malhabile, pas très, comment dire, pas très naturel comme système d'écriture, mais au moins la fonction d'avoir des caractères de la même largeur, et elle est honorée, cette contrainte-là. Moi, je pense, c'est une hypothèse, peut-être que vous la partagerez ou pas, que l'extension des signes étroits, le 7 et le 1 notamment, n'est pas seulement ornementale, n'est pas seulement une lubie, n'est pas seulement, je ne sais pas, une idée incantatoire pour avoir pour invoquer la fortune sur la pêche, mais ça peut être aussi généré par une forme de contrainte qui est de dire que chaque espace doit être régulier, que chaque interlettrage, chaque espace entre les signes doit être régulier, et du coup, il existe une forme de truchement naturel qui est d'étirer les signes étroits, pour les faire rentrer dans un espace. Bon. Je vais passer maintenant au procédé, ou en tout cas à ce que j'ai pu comprendre de la technique et de la façon de faire. Pour ça, j'ai eu la chance de... Tiens, Félix, tu vas pouvoir distribuer et faire passer ça. J'ai eu la chance, grâce à Jean-Marie Alidor et puis à l'équipe du Skelly, de recueillir le témoignage d'Edouard Ansker ici, et qui est finalement la personne qui a pu témoigner assez directement de la manière dont il procédait. Et moi, je lui ai posé des questions indirectement, par le biais d'un questionnaire que je vous fais passer. La méthode est souvent la même, c'est-à-dire qu'il est question d'un gabarit, sans plus d'informations sur le terme, ce que veut dire le terme gabarit. Il est question d'un tracé à main levée au sein d'un gabarit. Et il est question ensuite, dans l'ordre ou dans le désordre, d'une peinture blanche et d'une gravure au couteau. Je ne sais toujours pas dans quel ordre ça se situe exactement, j'ai un petit doute, peut-être que ce sont des techniques ou en tout cas des étapes dans le procédé qui s'alternent et qui se croisent, mais en tout cas il est très clair qu'il est question d'un gabarit, d'abord, d'un dessin à main levée au sein du gabarit, et ensuite d'une technique mixte, à mon avis, qui combine la gravure au couteau pour le contour et la peinture à la brosse, c'est-à-dire la peinture, le tracé libre à la brosse, directement sur la coque. La gravure au couteau étant évidemment très pratique à chaque fois qu'il faut caréner ou réenduire la coque d'un bateau. Évidemment, on garde avec le sillon du couteau, on garde le tracé pour pouvoir réinscrire les chiffres une fois que la peinture est partie. Donc la question que soulève ce procédé, que moi j'admets complètement, je pense que je ne connais pas exactement l'ordre des étapes ni leur importance, mais en tout cas c'est relativement admis. Maintenant, toute la question est de savoir qu'est-ce qui se cache derrière ce terme de gabarit, sachant qu'un gabarit peut être soit de l'ordre du pochoir, soit de l'ordre d'une sorte de système métrique, simplement un dispositif assez simple de cote, c'est-à-dire de mesure. Vous avez tous fait du pochoir, j'imagine. Je vais vous montrer les petites horreurs contemporaines qu'on trouve dans les magasins d'accastillage. Vous en avez tous eu, et comme ça. Bon, ça servait au GI pour écrire dynamite sur les caisses en bois, en aluminium ou en zinc. Bon, le pochoir, c'est un avantage énorme. C'est quoi l'avantage du pochoir? Oui, c'est réutilisable. On peut le prêter aux voisins. Et globalement, à moins d'être véritablement manchot, on ne peut pas franchement se planter. C'est impossible. L'inconvénient, c'est que si vous le passez à votre voisin, comme vous êtes en train de faire, le marquage de votre bateau va ressembler exactement au marquage du voisin, etc., etc. Donc le pochoir, c'est une manière pour moi qui est assez excellente dans une phase d'apprentissage pour bien faire quand on ne sait pas faire. Vous voyez un peu l'explication, et c'est une manière très pratique et très satisfaisante d'arriver à un résultat professionnel sans rien comprendre. Il suffit, globalement, de ne pas se tromper en repassant les contours, mais vous avez un produit qui est complètement standardisé. D'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, d'une époque à l'autre, vous aurez toujours les mêmes formes, etc., etc. Le gabarit, vous me voyez venir, le gabarit c'est l'inverse pour moi. Le gabarit c'est une somme de contraintes. Une somme de contraintes, c'est-à-dire
vous pouvez avoir l'équivalent des affaires maritimes de l'époque, qui devait s'appeler l'inscription maritime, je pense, donc l'autorité qui a dû, dans les années 1850, par décret, obliger les marins, les patrons, d'immatriculer leurs bateaux. Jusque-là, ça n'était pas obligatoire. Donc 1850, le quartier maritime de Douarnenez, c'est 1863 à peu près, donc c'est très proche de la date avérée de ce système de signes-là. Je pense que, par décret, l'obligation d'immatriculer a été accompagnée de contraintes, mais de contraintes métriques uniquement. C'est-à-dire, vous me faites des chiffres en blanc sur fond noir, pour que ce soit lisible, vous me les faites pas à moins de 15 cm de haut, sinon on ne peut rien lire, et vous me les faites à bonne distance de la proue, et vous me gérez un interlignage de tant de centimètres pour que les signes soient parfaitement lisibles, même à une grande distance. Ça a dû être, je n'ai pas retrouvé le document, mais je ne désespère pas, être une forme de charte passée au patron pour épouser un cadre, une norme d'immatriculation. Mais, hormis ces contraintes métriques-là, je pense qu'il n'y a eu aucune consigne de graphie ou de typographie qui a été passée aux marins de l'époque. Personne ne leur a dit « Attention, utilisez bien tel type de caractère, utilisez telle police de caractère ». Ça n'existait pas à l'époque. Aujourd'hui, quand vous faites immatriculer votre bateau ou votre bagnole, je peux vous dire que vous n'avez pas beaucoup de choix dans la police à utiliser, quoi. Vous obtempérez. Et d'une manière un peu plus, comment dire, plus générale, tout esprit de tuning de voiture ou de personnalisation d'un véhicule sur la voie publique est extrêmement encadré par la loi. Je pense, pour ma part, qu'il y avait de l'espace, c'est-à-dire tout ce qui n'a pas été dit, énoncé par les contraintes, était autant de champs possibles, une brèche à occuper, dans lequel certains marins graveurs se sont engouffrés, tout en respectant parfaitement, et à la lettre, c'est le cas de le dire, à la lettre, les consignes de l'inscription maritime. Alors je vous ai fait un petit... L'existence des pochoirs, elle est avérée, hein. Ça, c'est à Concarneau, hein, le musée de la pêche à Concarneau qu'on voit ça. Mais à mon avis, c'est récent. Je pense que c'est années 60, 70, pas plus tard que ça. Donc, bon, à manier avec prudence encore comme document. Mais j'ai fait cette semaine un petit exercice avec des enfants, vous allez comprendre tout de suite où je veux en venir. Je leur ai demandé de faire des gâteaux. En fait, je leur ai demandé de faire des étoiles en pâte sablée, avec 2 étapes de travail. La première, c'est d'utiliser un moule qu'on trouve dans le commerce pour les enfants, qu'on trouve à la crèche, et de faire donc une pâte, de rouler une pâte, et puis avec une forme de, vous connaissez, d'emporte-pièce. Pour moi, c'est exactement l'équivalent du pochoir, mais en 3 dimensions, et de faire des biscuits en forme d'étoile. Et là, il n'y a pas de problème. Que ce soit un adulte, un enfant, de tout âge, de toute provenance, les étoiles sont strictement identiques. Il faut vraiment le vouloir pour les gratter. Bon, je ne dis pas qu'elles sont mauvaises à manger, mais peu importe. Et puis la deuxième partie du travail, ça a été de dire, bon, maintenant, vous allez, avec le même matériel, c'est-à-dire avec la même pâte, avec le même temps de cuisson, avec avec les mêmes outils, c'est-à-dire la main ou éventuellement un couteau, vous allez également me faire une étoile de la même dimension que la précédente, avec les mêmes contraintes géométriques, c'est-à-dire 5 branches, mais sans moule. Et à ce moment-là, on se retrouve avec une forme qui peut être plus organique, celle d'une étoile de mer. Vous pouvez avoir une étoile qui est ajourée, pourquoi pas. Une étoile de shérif qui s'est pris une bastos dans le buffet, et puis des choses qui sont réussies ou ratées, peu importe. Mais je trouve que cette pratique-là du moule, elle explique très très bien la différence entre le pochoir et la consigne, le pochoir et le gabarit. D'un côté, vous avez des étoiles qui sont faites avec un moule, et de l'autre côté, vous avez des étoiles qui sont faites avec amour, avec envie, avec imagination, et avec une volonté de personnaliser la chose. Cette étoile-là, elle a été faite par un tel, à tel moment, et elle ne ressemblera jamais à une autre étoile faite par un tel à un autre moment. Et malgré tout, elles sont toutes réglementaires. L'autorité maritime ne peut pas venir dire « Ah, c'est quoi cette étoile? On ne comprend rien, etc. etc. » Je pense qu'il y a eu quelque chose de cet ordre-là, entre la règle, la volonté d'honorer parfaitement une forme de carcan, et occuper
artistiquement, avec sensibilité, tous les espaces qui n'étaient pas dictés dans la règle du décret. Je regarde là. On va parler un peu du contexte de ces années-là, parce que ça me paraît important. J'aurais pu commencer par là, mais c'était un peu emmerdant. La fin du 19e siècle, hein, mettons à partir des années 1870. Vous le savez, ça a été un siècle tumultueux pour le moins. Après la Révolution française, la France connaît des allers-retours incessants entre l'Empire, la Restitution, et puis à nouveau le Second Empire, etc., etc. En 1870, après les guerres, s'installe la Troisième République et une forme un peu pacifiée se propose, avec enfin un pays qui peut jouir, comme l'Angleterre, de toutes les avancées scientifiques notamment, qui sont complètement à l'œuvre, et même au galop en Europe et aux États-Unis. C'est-à-dire une industrialisation massive, une forme d'exode rural qui est due à un appel de main-d'œuvre dans les villes, la montée du capitalisme qui, globalement, va devenir la marche à suivre pour générer du profit, et en même temps son contre-pouvoir, qui est la naissance du socialisme et de formes syndicales pour défendre les droits de ce qui apparaît, qui est complètement nouveau, c'est la classe ouvrière. On est exactement à cet endroit-là dans les années 70. En Bretagne, moi je connais moins, il faudrait parler avec des historiens ou avec des ethnologues, et puis faire quelques lectures pour savoir quel était l'impact dans le Finistère de cette innovation galopante, de ces dépôts de brevets, etc., etc. Il faut s'imaginer tout simplement une fin de siècle qui est complètement dans la démesure. Et évidemment, la Tour Eiffel, l'exposition universelle, en est globalement presque le logotype, ou en tout cas le symbole. Donc c'est un siècle de démesure et d'échange, et en même temps c'est aussi le siècle de la mesure, là cette fois au sens plutôt métronomique du terme, c'est-à-dire qu'on va commencer évidemment à légiférer, à poser des normes. D'ailleurs, le bureau international des poids et mesures est créé à cette époque-là, en 1870 ou 1875, je pense. Donc, à la fois, il y a quelque chose qui est complètement débridé, complètement lâché, quitte à déjà annoncer les travers de ce qui va se présenter très rapidement, c'est-à-dire la première crise de la sardine en 1900, déjà. Et puis, en même temps, une espèce de volonté de l'État et des autorités de réguler, de normer et de tout asseoir dans un cadre. Donc, encore une fois, je crois que ces formes-là ne seraient pas apparues dans l'espèce de contradiction à une autre époque et à un autre moment qu'à cette période-là, très propice à la fois à l'immatriculation, qui est une obligation légale et qui aurait pu être, honorée, mais comme ça du bout des dents, comme étant une contrainte qu'on n'a pas envie qu'on subit plutôt qu'autre chose, et qui a été quand même transformée en exercice artistique pour une immatriculation personnelle de bateau. Bon, je ne vais pas plus loin sur le contexte politique, je vais plutôt maintenant parler des courants artistiques qui traversent cette période-là aussi. Parce que, bien évidemment les forces se mêlent et se conjuguent. Pour décrire un peu ce projet-là, pour moi, il y a trois courants qu'il faut considérer. C'est d'une part le romantisme, donc qui naît plutôt au XVIIIe d'Angleterre et d'Allemagne, et qui arrive ensuite en France avec la volonté de contrecarrer les idées qui ont été portées par la Révolution française et surtout par Napoléon Ier, qui sont les valeurs du style empire, une espèce d'austérité, le retour à la vertu, des caractères droits, réguliers, mécaniques, géométriques, très propres, tout en capital, très institutionnel, très carré. Et de l'autre côté, un mouvement venu de l'Est, qui lui n'a pas comme modèle la romantique ou la Renaissance, et qui au contraire a envie, presque politiquement, artistiquement, contrecarrer les plans de Napoléon, en allant visiter un autre passé, qui est un passé médiéval,
plus ou moins fantasmée d'ailleurs, et c'est l'époque des contes, c'est l'époque des frères Grimm, je ne me trompe pas. C'est l'époque où on va plutôt aller chercher l'inspiration du côté de la forêt noire, des créatures monstrueuses qui sont tapies dans l'obscurité, et c'est le revival, c'est la renaissance de la gothique. Voilà. La gothique qui date du XIIe siècle, qui a été créée plutôt en Normandie ou à Paris. La gothique est devenue finalement une sorte de symbole national pour les contrées de l'autre côté du Rhin. Et il y a une opposition, il y a un choc culturel qui existe entre une provenance latine, austère, dans la vertu, dans une forme de droiture un peu impeccable, et puis la gothique qui, elle, va exprimer plutôt des choses qui sont de l'ordre du sentiment individuel, qui ne pense plus à la raison ni à la production, mais plutôt à l'expression des sentiments, etc., etc. Romantisme et néoclassicisme. Voilà ces deux courants qui traversent le siècle. Et il y en a un troisième, qui n'est pas un courant artistique, mais je ne peux pas passer à côté, c'est la naissance de la publicité. Évidemment, l'industrialisation massive s'accompagne de la réclame qui va avec. Toutes les entreprises sont dans une santé florissante, mais il faut quand même penser à la concurrence et puis taper plus fort que le voisin. Donc ici, vous voyez une vue à Londres des années 1880, je pense, à peu près. Imaginez ce qu'était la publicité ou le paysage visuel en zone urbaine. L'image de publicité arrivera un peu plus tard, avec le japonisme, avec Lautrec, et puis avec les premiers artistes affichistes lithographes. Mais la concurrence se fait sur le plan typographique, parce que ça, c'est bon marché, c'est facile à imprimer, du papier, de l'encre noire, et puis les imprimeurs proposent des caractères qui sont tous plus matu-vus les uns que les autres. De toute façon, l'objectif est simple, il faut écraser visuellement, mais aussi symboliquement, il faut écraser la concurrence, c'est-à-dire se voir un peu plus que les autres. Et du coup, les imprimeurs étant un peu moins orthodoxes que les professionnels de la typographie, ils vont faire feu de tout bois. Donc les mécanes typiquement western, ça vous fait penser à Lucky Luke? Ben, vous avez parfaitement raison, c'est exactement ça. Ce sont des caractères italiens qui ont été amenés au Far West et qui sont revenus en Europe. Des caractères qui sont ombrés, des caractères qui sont de plus en plus gras, de plus en plus expressifs, au détriment de la qualité du dessin, parce que ce sont des aberrations, mais plutôt des monstres typographiques que des chefs-d'œuvre. Mais vous avez un matériel extrêmement expressif et qui s'assoit complètement sur toute règle de bienséance typographique, sur toute notion de provenance, de cohérence, etc. etc. Et il ne faut pas croire que cette lutte ou cette course à l'échalote typographique ne concerne que les grandes villes pour des affaires culturelles. Ici, moi, j'ai fait une petite sélection de la presse locale, de la presse en Finistère, au tournant du siècle, 1890. Le breton socialiste choisit une italienne très forte, très stable, très carrée, avec une petite pente italique qui lui donne un peu de vitesse. Donc on est déjà dans une forme typographique qui illustre un combat ou un engagement. L'Union agricole va choisir également un caractère mécanique, c'est-à-dire avec ses empattements qui sont très carrés, mais avec quelque chose de plus droit, de plus propre, de plus industriel aussi sans doute, mais avec une couleur assez mécanique. Le Courrier du Finistère, ce sont des didos, des caractères qui sont beaucoup plus contrastés. Vous voyez le plein ici par rapport au délié, on arrive à des niveaux de contraste qui sont extrêmes et qu'on va retrouver dans les chiffres pêchants. Vous avez des caractères sans sérif ici, et vous avez même, je vous l'avais dit, pour le petit brestois, de la gothique. Allez savoir ce que la gothique vient faire là, il n'y a pas d'explication. C'est un phénomène de mode, porté par un courant artistique d'abord, puis un phénomène de mode. À cette époque-là, le New York Times, le Times, le Monde, le Herald Tribune, le Frankfurt, je ne sais pas quoi, tous les journaux du monde qui se veulent un peu crédibles ont une tétière faite en gothique. Et encore aujourd'hui, si vous faites le tour de l'Europe, vous allez dans un certain pays, et ben vous allez être certain que si vous tombez sur un titre de journal qui est composé en gothique, que vous allez être dans un journal national, sérieux, plutôt peu militant, c'est-à-dire plutôt centriste et très intransigeant sur l'information. Bref, ça reste le signal d'une presse indépendante et de qualité.
On fait un petit exercice ensemble, d'accord? Si je vous donne ça, un 3 et un 4, comme ça, avec les contours, c'est-à-dire un pochoir, et que je vous donne des stylos pour les remplir, est-ce que vous allez rater? Est-ce que vous allez avoir une marge d'interprétation? Est-ce que vous allez pouvoir être créatif dans cet exercice? Je pense pas. La réponse est non. Sauf à vandaliser complètement le modèle ou, encore une fois, être complètement manchot en coloriage, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc pour moi, ces chiffres péchants-là ne sont pas uniquement de l'ordre du pochoir qui aurait été stabilisé, puis prêté, ou en tout cas diffusé comme étant un mode d'emploi unique et durable. Si je vous donne une deuxième feuille avec cette fois des cotes, bon, là au moins vous n'avez pas l'angoisse de la page blanche, même si vous êtes complètement nul en dessin, et en dessin de caractère en particulier, vous savez au moins où ça commence en haut, où ça s'arrête en bas, où ça commence à gauche, où ça s'arrête à droite. Ouf, il n'y a pas la question de... C'est le début d'un gabarit. Et ensuite, je pense qu'il y a une forme mixte, et je crois, mais bon, il va falloir que je creuse encore beaucoup le sujet. Je pense que ces fameux gabarits qui étaient en circulation ont été des gabarits un peu mixtes, qui devaient mélanger pochoir pour les zones structurantes du signe, c'est-à-dire les parties pleines, ici c'est un 3, vous le reconnaissez, les parties pleines qui elles sont stables et qui ne bougent pas beaucoup d'un dessin à l'autre, et les parties déliées, c'est-à-dire les parties les plus fines qui réunissent les parties pleines, elles, parce qu'elles étaient trop fragiles, vous voyez que les pochoirs ne permettent pas de rentrer dans les niveaux de finesse extrêmes, les parties pleines, les parties déliées étaient laissées ensuite à l'appréciation de tel ou tel graveur, de tel ou tel peintre. Et c'est dans ces endroits-là, dans les endroits du délié, qu'on retrouve là de l'interprétation, de l'inventivité et de la sensibilité. Allez, petit exercice, et puis après, vas-y. Partagez le matériel. Vas-y, Félix. Qui veut essayer de dessiner un 3? Vous faites tourner? Tiens, Félix, tu fais tourner la moitié des cartes aussi? Allez, faites passer au voisin. Félix, tu fais passer aussi? Attention, le 4 c'est dur, hein, vous n'avez presque rien. Merci. Tiens, il reste un 4, tu peux le donner si tu veux. Oui. Allez, au boulot. Bon, je vais terminer, je conclue pendant que vous dessinez. Faites gaffe, les marqueurs sont assez puissants, donc vous ne tâchez pas les fringues, vous mettez quelque chose en dessous. Oui. Vous ne pensez pas qu'il y avait du tout des références qui étaient imprimées comme les cahiers de lettres qu'il y avait à l'époque? Je ne suis pas certain que... Alors ça existait à l'époque. En tout cas, les imprimeurs avaient à disposition des catalogues. Les enseignes. Et évidemment pour les enseignes, et pour proposer à leurs clients d'avoir des marquages, de produire des brochures, des affiches, avec du matériel typographique le plus expressif possible. Ils avaient des lettres péchantes pour les enseignes. Quand on s'approche des chiffres, en tout cas de ce que j'ai pu voir comme épave de bateau ou comme témoin un peu vivant de cette pratique-là, il y a une technique qui pour moi est mixte, c'est-à-dire le couteau qui sert à graver les parties dures et les parties pleines de la lettre, et toutes les parties qui sont beaucoup plus enlevées, ça c'est fait au pinceau. Et c'est typique de l'écriture au pinceau, c'est-à-dire que naturellement, quand vous trempez un pinceau, une brosse dans la peinture blanche, vous avez la souplesse de créer des barbes, vous avez la souplesse d'aller chercher des choses un peu, des arabesques ou des choses un peu déliées. Donc à mon avis, la technique est plutôt mixte, c'est-à-dire du dur, du plein au couteau, et je peux vous dire que c'est difficile, moi j'ai pas essayé, mais imaginez graver au couteau sur du bois, sur une surface convexe, sur un échafaudage de fortune, si la chaloupe est au sec, ou carrément la tête en bas par-dessus le bastingage, si la chaloupe est à l'eau, c'est pas simple, il faut avoir quand même du
qu'il faut avoir du toucher, quoi. En revanche, les parties, oui, encore une fois, je pense que les parties ornementales ont d'abord été dessinées. Ah oui, très bien, très bonne idée, très bonne idée. Tiens, vas-y. Vous connaissez ces marquesaines, là? Vous en avez vu passer? C'est admirable. Moi, je pense que ça témoigne de la dextérité des marins à pouvoir graver au couteau dans un morceau de bois. Donc les marquesaines, pour ceux qui ne connaissent pas, sont des petites marques qui servent à donner le nom du propriétaire d'un filet. Vous savez que les filets n'appartenaient pas à un bateau ou à une embarcation, mais à un individu. Donc c'est le nom du propriétaire. C'était bien souvent les veuves de marins qui restaient propriétaires des filets et qui avaient une petite rente avec les filets. Bon, ça, ce sont des marquesaines que moi j'ai achetées dans le commerce ici. À mon avis, ils datent des années 50, mais en tout cas, ça témoigne quand même d'une pratique assez quotidienne, assez assidue, parce que les formes typographiques là, que vous pouvez voir, avec un goût prononcé pour la gothique, encore une fois. D'ailleurs, ici, au musée du bateau, vous pouvez voir des boîtes d'effets personnels de marins. Ce monsieur Jean Cour, je ne le connais pas, mais qui a gravé son nom sur cette boîte, là, avec son matériel, je ne sais pas, son matériel de rasage ou autre chose. Je peux vous dire que pour arriver à ce niveau de qualité, de compétence, de gravure, de caractère gothique, il faut quand même avoir une pratique quasi quotidienne de la gravure. Est-ce qu'il me reste 3 minutes ou pas? Bon, et puis après, en sortant, on pourra faire un petit comparatif. Félix, tu m'en choisis 2 de chaque? Très différents? Merci. Donc, qui veut bien me montrer un 3 dont il est particulièrement fier? Un autre? Voilà, c'est sage, mes amis. Pas mal. Un autre 3? Non, personne? Bon, quelques différences. Vous voyez qu'ici, le point de jonction, qui est une espèce de passage un peu compliqué, un peu comme du slalom à ski, il faut passer par une porte et puis il ne faut pas louper la porte suivante. Mais entre les deux, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, vous pouvez descendre, monter, etc. etc. Moi, je pense que si vous observez la courbe du 2, la manière dont les parties pleines sont reliées entre elles, vous avez cette diversité d'écriture, vous avez cette liberté-là qui est d'interpréter entre deux passages obligés de la lettre. Donc tous ces lettres-là restent lisibles, ce sont des 3, elles ont toutes la même taille, elles sont toutes pareilles, mais elles sont toutes différentes. Et je crois, j'espère, et en quête à suivre, que cette hypothèse-là du gabarit pochoir va être confirmée en continuant la collecte, en continuant à augmenter ce corpus-là d'exemples pour expliquer à la fois un système aussi homogène, ce qui est quand même rare, aussi homogène, et qui comporte autant de variations et autant de spécificités locales. Merci à tous. Je voulais simplement vous dire que cette pratique-là, je vais regarder les 4 aussi. Voilà. Bon. Et c'est ainsi qu'on se retrouve avec 2 4, encore une fois, qui sont... ouais, jolis. Bravo. Voilà, ils sont tous pareils, ils sont tous différents. Et il ne vous a pas fallu 10 ans de beaux-arts pour comprendre la contrainte, la respecter et en même temps la transcender, c'est-à-dire amener ce signe-là ailleurs qu'une bête et méchante immatriculation de bateau. Ouais, voilà, c'est ça que je voulais voir. Les monstres. Parce qu'il y a aussi une pratique typographique. Celui-là, il me plaît. Il est très médiéval, celui-là. Qui s'y frotte, s'y pique. C'est aussi une manière d'exprimer quelque chose, pas uniquement d'exprimer des hameçons ou des poissons, parce que bon, ça c'est une manière aussi peut-être d'énoncer une forme de tempérament, de personnaliser son véhicule et puis son gagne-pain. Voilà, on fera une expo.
Bon, je suis disponible après la rencontre si vous voulez échanger avec moi, parce que moi je serais ravi d'avoir d'autres témoignages. J'ai peut-être dit beaucoup de bêtises ou d'approximations. Mais quand moi j'ai vu ces formes de A, de B, de G, immédiatement, et presque sans réfléchir, je les rapprochais des formes que moi je connaissais dans la typographie, la gothique, le dido, les caractères italiens, etc. etc. Donc je pense qu'il n'y a pas de hasard, ça a été une espèce de ratatouille monumentale de sources d'inspiration diverses, variées, qui ont été mélangées, et qui ont été créées et qui ont été finalement harmonisées, puis stabilisées assez rapidement, et qui ont donné moi je trouve un système graphique très identitaire pour la ville et pour le Finistère, et ça me touche encore, c'est du design à l'état pur. Merci beaucoup.